Salut, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de chat en vidéo sur l'étudiant.fr. L'objectif, ça reste le même, vous apporter des réponses, un maximum avec vos questions et ce sont des experts qui vont répondre aujourd'hui pendant environ une demi-heure. On est ravis de vous proposer une nouvelle saison de rendez-vous aussi avec Job IRL, le premier réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans. Avec eux, chaque mois, on va recevoir des professionnels dans un secteur différent à chaque fois pour vous éclairer un petit peu sur tout ça. On commence cette année scolaire avec la banque et la finance, puisque oui, il faut gérer votre budget, mais aussi de l'autre côté, les banquiers doivent travailler pour vous apporter tous ces produits. Alors avec nous sur le plateau, on a deux personnes qui exercent au quotidien ces métiers, qui vont tenter de vous les rendre plus clairs. Je commence avec Perrine Billet, bonjour. Bonjour. Vous êtes seconde agence, on va voir ce que c'est, et responsable de clientèle patrimoniale expert à la Caisse d'épargne Île-de-France. On va voir aussi ce que c'est responsable de clientèle patrimoine. Tout à fait. Stéphane Schenderhoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil en gestion de patrimoine chez Cyrus Conseil. Oui. On va aussi voir c'est quoi ce métier. Puisque l'idée c'est ça, c'est un petit peu de voir quels sont vos métiers, quels sont les métiers avec qui vous travaillez, et puis aussi permettre aux internautes de l'étudiant.fr de poser leurs questions. Vous l'avez déjà fait, vous allez continuer de le faire sur Twitter ou sur le site l'étudiant.fr. Je vous réexplique dans un instant comment faire. Tout arrive ici en direct sur cette petite tablette que j'ai là. Voilà, vous voyez tout, aucun secret, aucun mystère. Tout arrive ici en direct et vous pouvez poser vos questions. Je les poserai pour vous, ça va être aussi simple. Mais la première question, je me la réserve. Perrine, c'est quoi un second d'agence ? Alors, un second d'agence, il va être là pour seconder un directeur d'agence. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une agence, il y a différentes personnes qui travaillent. Elles ne font pas toutes le même travail. Il y a d'une partie donc, les personnes qui vont être à l'accueil, qui vont effectuer les opérations de base. Donc, en général, donc ça, c'est ce qu'on voit au guichet quand voilà. on arrive, qu'on a besoin de faire un retrait, d'échanger un document. Tout à fait. Donc, en général, on les appelle les agents d'accueil ou les conseillers commerciaux. Ils sont là vraiment pour traiter les premières opérations. Ils sont également la vitrine, je dirais, de l'agence. Il faut être poli, il faut être respectueux. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a les conseillers financiers. Donc, eux sont plutôt dans un bureau, vont gérer un portefeuille de clients. Donc, c'est avec eux qu'on a un entretien finalement Tout à quand fait. on dit « je voudrais voir mon banquier ». C'est avec eux qu'on passe une demi-heure, 3/4 d'heure pour savoir quel produit on va prendre, pour savoir si on a le droit d'avoir un petit peu des sous à l'emprunt ou pas. Tout à fait. Les conseillers financiers vont être là pour conseiller au niveau de l'épargne, au niveau monter un prêt immobilier également, et puis au niveau de l'assurance, puisque maintenant les banques font également de l'assurance. La Caisse d'épargne, ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on est banquier et assureur. Voilà. Ensuite, un second agence. C'est vous. C'est moi. Parfait. Donc, j'interviens plus sur une clientèle haut de gamme, avec des problématiques un petit peu plus compliquées et avec un accompagnement. Quand on dit haut de gamme, ça veut dire j'ai plus d'argent sur mon compte, ça veut dire c'est plus difficile à gérer au quotidien, c'est des opérations plus compliquées ? Oui, c'est tout à fait. Il y a déjà des clients qui ont beaucoup plus d'argent sur leur compte. Et puis, ce sont des opérations qui sont un petit peu plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on va intervenir, que ce soit au niveau défiscalisation, au niveau préparer une transmission de patrimoine, etc. Donc, vraiment, ce sont des problématiques qui sont largement plus intéressantes et plus compliquées. Donc voilà. ça, il faut l'expérience. Tout pour à fait. passer les deux premiers niveaux qu'on a déjà évoqués avec vous. Voilà. Et de l'autre côté de la casquette, on va également seconder le directeur d'agence. Donc, on a une fonction management, c'est-à-dire d'accompagner nos collaborateurs, de faire qu'ils progressent au fil de l'eau. On les aide sur les opérations pour qu'ils acquièrent un petit peu l'expérience finalement, c'est ça ? Alors, de toute façon, il y a une grosse partie de formation. On n'arrive pas dans une banque comme ça. On accompagne les gens au fil de l'eau. Et puis, à chaque fois qu'on monte une marche, il y a des formations qui sont là pour accompagner, pour expliquer. Qui valident peut-être des acquis ? Tout à fait, qui valident des acquis. Et puis, nous, on est là également pour tout ce qui va être expérience. D'accord. Souvent, on a rencontré un problème ou une difficulté. On va dire, voilà, ça serait mieux de faire comme ça. Au moins, ça sera plus facile avec ton client. Voilà. Et ensuite, il y a le directeur d'agence qui chapeaute le tout. Lui a surtout une finalité de management et puis d'accompagnement sur toute l'équipe et beaucoup plus administratif. Voilà. Il est moins
avec les clients, on va dire. Ils gèrent un petit peu pour que tout se passe bien, Oui, pour que les résultats soient là et pour vous et pour les clients finalement. tout à fait. Et on a aussi dit que vous étiez responsable de clientèle patrimoniale expert. Ça veut dire quoi le côté patrimonial? Le côté patrimonial va être là où on peut également intervenir et faire intervenir la gestion privée sur des questions encore un peu plus pointues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la banque, on fait vraiment des métiers différents. Dans une agence, on peut faire intervenir la gestion privée pour qu'ils interviennent sur de la défiscalisation, sur proposer d'autres solutions d'épargne, que ce soit un contrat d'assurance vie avec une autre finalité, puisqu'on veut donner de l'argent je sais pas, à son petit-fils, vraiment Ouais. faire des montages encore un petit peu plus compliqués. Donc il y a tout ce côté-là et nous on travaille beaucoup en doublon avec la gestion privée. Oui, Donc c'est un petit peu, c'est pas forcément le quotidien, on va dire, c'est un petit peu plus les opérations oui, spéciales. tout à fait. Stéphane, ne pensez pas que vous allez échapper à cette question. C'est quoi un conseil en gestion de patrimoine? C'est la continuité logique de ce qui vient d'être dit, puisque moi, mon job, c'est d'être en gestion privée, gestion de fortune, et pour les plus riches, en family office, c'est-à-dire qu'on prend en charge complètement l'organisation et familiale et patrimoniale de très grosses fortunes. Ça veut dire que vous gérez aussi bien les Donc, sorties que les entrées d'argent pour eux? Oui, alors là le métier de conseil en gestion de patrimoine, c'est d'aider des clients à construire leur patrimoine. Parce qu'avant d'en avoir un, il faut le construire. Et puis, il y a de bonnes et de moins bonnes façons de le construire. Ouais. Ensuite, de faire en sorte que ce patrimoine s'accroisse dans le temps, de le pérenniser, parce qu'il y en a qui en gagnent et puis qui peuvent en perdre en faisant de mauvaises opérations. Ça nous arrive trop souvent. Ça arrive souvent. La bourse, tous les jours, nous apprend beaucoup d'humilité, parce que elle joue beaucoup au yo-yo en ce moment. Et puis ensuite, comme l'évoquait ma voisine aussi, de le transmettre à des enfants, à des petits-enfants, etc. Donc voilà, il y a en gros trois grandes parties dans notre métier. C'est organiser le patrimoine, le valoriser, le pérenniser, le transmettre aux générations futures. Et vous, votre quotidien, c'est quoi exactement dans Alors toutes ces moi, mon opérations? quotidien, ça fait maintenant, j'ose plus calculer, mais plus de 30 ans que je fais ce métier. J'étais pendant 25 ans consultant patrimonial, donc je m'occupais d'une clientèle de type gestion privée. Et aujourd'hui, je m'occupe un peu moins des clients et je fais un peu plus de management, et en particulier, je m'occupe de la stratégie de marque et de la communication du groupe Cyrus. Très bien. Vous voyez, les métiers ils sont différents, hein. On vient déjà de le voir avec vous. Vous êtes deux en plateau, on a déjà vu au moins 8 ou 10 métiers différents avec lesquels vous interagissez toute la journée. L'interaction, c'est aussi ce qu'on vous propose. À vous de poser vos questions maintenant que j'ai fait moi ma petite question. À vous, sur les réseaux sociaux, Twitter, #chatbank. Vous envoyez votre question, ça arrive ici et je la transmets à Stéphane et à Perrine. Et puis, si vous êtes sur le site de l'étudiant, juste en dessous de la vidéo, vous avez un espace où poser votre question. C'est ce qu'a fait par exemple Roro, puisque c'est un pseudo. Voilà, vous avez le droit au pseudo, au prénom et au pseudo. Roro qui demande quelle est la meilleure voie finalement pour accéder au métier de la banque et de la finance. Comment on fait pour arriver dans ces métiers? Peut-être on va utiliser vos expériences. Comment vous êtes arrivé, par exemple, Perrine, dans ce secteur? Alors moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un bac plus 5. En revanche, aujourd'hui, on ne recrute pas uniquement avec une école de commerce et un bac plus 5. On va recruter à partir de bac plus 3. Il n'y a pas de parcours type. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait des études qui ne soient pas vraiment en corrélation par rapport à ce qu'on souhaite faire plus tard. En revanche, je pense qu'il y a de toute façon une volonté de travailler dans la banque, une volonté de pouvoir gérer des clients et également d'aimer la relation en fait, avec les clients. Voilà. On peut avoir peu de bagages en diplôme, bon, un petit minimum quand même, histoire, j'imagine, à la fois d'avoir quand même quelques crédits ECTS comme on dit, mais surtout un diplôme qui nous forme, mais aussi peut-être un petit peu une maturité, une expérience. C'est ça, on ne va peut-être pas prendre à 18 ans parce que ça va être difficile, mais à 20-21 ans, on peut commencer à faire sa première expérience en banque, en agence par exemple. Alors, de toute façon, il y a deux façons de rentrer dans la banque. Soit on peut rentrer directement en CDI avec un BTS ou un IUT. Le CDI, ce n'est pas le même CDI qu'au lycée, hein.
Non, il ne faut pas confondre. C'est là pour nos jeunes camarades qui nous regardent, ils disent pourquoi elle veut aller au CDI peut-être. Mais il y a également l'alternance. D'accord. On recrute 150 personnes, 150 jeunes sur la Caisse d'épargne Île-de-France tous les ans. Ouais. Pour les accompagner, soit au niveau de leur BTS ou de leurs IUT. Et à ce moment-là, ils font une semaine en entreprise ou 15 jours en entreprise et une semaine ou 15 jours à l'école. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment une vraie expérience puisqu'ils sont vraiment dedans, ils sont avec nous. Et on essaye vraiment de les accompagner. Et à l'issue, en général, de leur formation, quand ça se passe très bien, ils restent avec nous. Voilà, tout à et fait. puis on les reformera sur les produits. Bien entendu. Et pour vous, Stéphane, comment vous-même vous avez commencé dans ce secteur? Moi, j'ai fait un parcours plutôt littéraire, Sciences Po, avec une spécialité service public. Donc, vous voyez, a priori, rien qui me devait... Pas les maths, quoi. Loin pas des maths. loin des maths. Et pourtant, j'ai fait un métier. Mais ce sont des métiers où le talent d'écoute est essentiel. Donc, on va jouer plutôt sur des traits de caractère, des valeurs qu'incarnent les jeunes, qu'ils rentrent avec quelques années d'expérience ou à travers l'alternance que nous aimons bien aussi chez Cyrus, parce que en même temps qu'ils se forment à la théorie dans leur cursus, ils sont confrontés à la vie quotidienne d'une entreprise, d'une collectivité, d'une relation avec les clients. Et donc, ça nous permet, nous, entreprises, de pouvoir mesurer le potentiel ou le talent caché de ces jeunes qui ne se sont pas encore exprimés, tout en profitant de la formation dont ils bénéficient sur le plan théorique. Bon, c'est vrai que l'école de commerce, c'est un peu le parcours type pour entrer dans la finance, mais c'est pas parce que vous avez fait une école de commerce que vous rentrerez et que vous ferez un bon parcours dans la banque ou dans une société comme Cyrus Conseil. On va vraiment privilégier un profil, une volonté de faire, des valeurs comme le travail. Aujourd'hui, pour réussir, il faut travailler plus peut-être qu'avant parce qu'il y a beaucoup de compétition. Ouais. Les jobs sont chers. On a quand même un taux de chômage qui est fort en France. Donc, il nous faut des jeunes qui ont envie d'en découdre. Comment vous repérez ça, justement? Vous l'avez dit tous les deux, il faut une capacité d'écoute, il faut un sens relationnel. Comment on le trouve, on le repère dans un candidat qui sort de ses études? C'est pas forcément évident. Je trouve que ça se voit très rapidement. Les jeunes ont envie. Pendant l'entretien. Voilà, ça se voit très rapidement. Alors moi, je ne passe pas d'entretien d'embauche, mais quand les jeunes arrivent... Quand il fait ses premiers jours. Ouais, tout à fait. Lors de ses premiers jours, on le voit très rapidement. Même s'il est perdu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de... C'est pas si évident que ça, que ce soit au niveau de l'informatique, etc. Il a envie et il le montre tout de suite. Ça se voit. Le recrutement, c'est sans aucun doute un des jobs les plus difficiles dans la fonction des ressources humaines parce qu'il faut, sur quelques entretiens, quelques heures, pouvoir déterminer... Bon, avec l'expérience, voilà, on joue beaucoup sur l'intuition, on ressent des expressions de valeurs ou de talents, après, qui se confirment ou qui ne se confirment pas. Mais la personnalité de celui qu'on recrute, on sent qu'il veut aller de l'avant et ça fait plaisir, quoi. Ils arrivent à nous toucher. Il y a quelque chose en lui, quoi. Ah oui, c'est celui qui a un peu la niaque, on sent que le job l'intéresse, celui qui a préparé son rendez-vous, celui qui a soigné sa présentation, celui qui a construit son discours de motivation. Les lettres, c'est facile. Il suffit d'aller sur Internet. Qu'on est intéressé. Ben ouais, il faut s'intéresser à ce qu'on fait. Quoi. Ouvert, quand vous jouez sur des jeux vidéo, vous vous intéressez pour être meilleur. Dans la vraie vie, c'est le même principe. Il faut passer le niveau supérieur. Sauf que c'est la vraie vie. C'est l'entretien, c'est le stage et tout ça. On a justement Babette qui est en fin de BTS. Elle a eu son BTS Management des unités commerciales en alternance, première bonne expérience à l'aide de l'entreprise. Elle veut se spécialiser dans une formation dans les métiers de la banque. Est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'elle peut passer du BTS MUC, puisque c'est celui-ci, à la banque? Ça va être en formation continue, en formation, alternance? C'est bien. Moi, je suis un fan de l'alternance, parce que c'est la meilleure façon de s'assurer un job. D'abord,
si on est très bon et qu'on est dans une boîte qui se développe, si l'alternance se passe bien, il y a des chances qu'elle se transforme en job. Et puis, quand vous avez sur un CV une formation en alternance, vous avez déjà fait vos preuves comme quoi vous pouviez vivre dans une collectivité de type entreprise et pas seulement être une tête qui travaille bien dans une école. Alors, l'alternance, on l'a dit, hein, c'est important pour commencer à se faire ses propres armes dans l'entreprise. Mais elle est peut-être même d'avance, celle du stage dont nous parle Kevin. Comment on trouve son premier stage en finance quand on n'a pas d'expérience? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, est-ce que ça peut être un stage d'été? Est-ce qu'on a ça, des gens qui passent en banque en stage d'été? Alors, il y a des jobs agence, d'été, il y a des recrutements qui sont là, surtout pour les périodes donc, juillet, août, où forcément nous, on prend nos congés, donc du coup, il y a moins de personnes en agence. À ce moment-là, il faut tout simplement écrire, aller se renseigner sur les espaces de recrutement auprès du site de la Caisse d'épargne et postuler, tout simplement. Vous prenez des gens en stage? On a toujours des stagiaires chez nous. On est des entrepreneurs. On ne peut pas d'un côté demander à ce que les gens qu'on recrute aient une expérience et puis pas aider d'autres à faire la première marche. Oui, donc il faut qu'on donne l'exemple. Donc on aime bien les stagiaires. Ça amène du sang neuf, un autre regard. Certains sont hyper dynamiques et créatifs. Là aussi, on a des expériences. On a des associés chez nous aujourd'hui qui sont rentrés comme stagiaires il y a 20 ans en arrière. C'est une belle, donc il y a des belles histoires. Carrière, ouais. Mais là encore, ça repose toujours sur une histoire. Alors vous posez la question, comment on trouve un stage? Là, c'est un peu le parcours du combattant. Ouais. Alors il y a des tas de plateformes. Les réseaux, et puis il ne faut pas avoir peur d'oser. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Envoyer un simple mail comme ça sur une adresse générique, on en reçoit beaucoup. Moi qui gère l'adresse générique de Cyrus Conseil, il en arrive tous les jours des demandes de stage, d'alternance, etc. Donc il faut trouver des voies, il faut être malin, astucieux. Ce mail générique, ça prouve qu'on ne s'est pas forcément intéressé à qui il y avait dans l'entreprise. Celui qui a fait exemple, l'étape en disant, voilà, au moins j'ai un nom, je connais sa fonction, c'est déjà quelque chose de gagné. Il faut être entrepreneur de sa vie et ça commence déjà par trouver des voies un peu différentes que les grandes autoroutes qui sont bien, elles, identifiées pour aller monter son parcours. Ceux qui sont très bons, ils peuvent utiliser ces autoroutes parce qu'ils ont tous les atouts dans leur bagage pour le faire. Celui qui n'a pas tous ces atouts, il faut qu'il soit malin. Et c'est comme ça, ça se passe comme ça dans la vie. Chacun ses avantages. Exactement. Inès, qui a déjà très envie de travailler avec vous tous les deux, puisqu'elle demande comment vous faites pour prospecter et fidéliser vos clients. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Il faut trouver des clients, il faut ensuite les garder, parce qu'on peut avoir un client et si on le perd, c'est quand même une manne d'argent que la banque gère en moins. Il y a des choses à faire peut-être, des aspects que vous, justement, vous devez gérer au quotidien, Perrine, dans la fidélisation? Alors, je pense que de toute façon, au niveau de la fidélisation, ce qui est important, c'est le feeling qu'on a avec le client, tout simplement. Pourquoi? Parce que globalement, aujourd'hui, ce qui va vraiment se différencier, c'est comment on s'occupe du client, comment on va être là pour l'accompagner au fil de l'eau, comment on va l'écouter et répondre au mieux à ses besoins, ou même des fois devancer ses besoins en lui disant attention, il faudrait que vous preniez en compte tel problème ou tel autre problème que vous n'avez pas peut-être forcément vu. Donc je dirais que c'est plutôt ce côté-là. Et c'est pour ça que pour aujourd'hui travailler dans la banque, il faut avoir un côté relationnel. Et je rejoins également au niveau de l'écoute, tout à fait. C'est ça, il faut revient à la qualité vraiment, d'écoute. tout à fait. Il faut vraiment écouter. Proposer le bon tout produit. à fait. Il faut écouter pour après être proactif et donc proposer de façon intelligente. Parce qu'il n'y a pas de proposition type pour un client. Chaque client est différent, chaque client a des problématiques différentes, a des revenus, a un patrimoine, a une famille, a des projets différents. Donc il faut vraiment écouter pour adapter chaque proposition. Voilà. Vous faites pareil? Pour fidéliser, c'est la qualité. Vous savez, dans nos métiers, nos clients, je dis toujours, ils investissent leur confiance avant d'investir leur argent. Ouais. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Donc il faut créer l'étincelle de la confiance et après, il faut la nourrir. Et la confiance, ce n'est pas simplement des courbes de rendement
d'un placement, ce n'est Ouais. pas simplement la mise en place d'un dossier de crédit, ce serait trop facile, sinon on ne se poserait pas de questions. Donc la dimension humaine, le fait de s'intéresser aux gens, de comprendre qu'est-ce qui les motive, quels sont leurs objectifs dans la vie, pour pouvoir justement non pas répondre à leurs questions, mais aller les solliciter en leur disant « Dites-moi, vous m'aviez dit que vous voudriez faire ça. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas intéressant de monter telle opération ou d'investir sur tel type de secteur, etc. » Donc, c'est un métier, et là je rejoins totalement Perrine, si on n'aime pas les autres, si on n'a pas envie de s'investir pour les autres, il ne faut pas faire ce métier-là. Le commerce, parce que c'est un métier de commerçant, il ne faut pas l'oublier, même si c'est de la finance. On a des beaux costards, en cravate, mais on fait un métier qui est un métier de commerçant. Donc il faut vendre, il faut que les gens aient du plaisir à acheter. Et on touche quelque chose qui est très particulier, qui est l'argent et l'épargne que les gens gagnent ou mettent de côté une fois qu'ils ont payé leur charge, leurs impôts, etc. L'argent d'une vie. Donc on a une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là qui nous font confiance. Donc c'est pour ça que les valeurs humaines des gens qui travaillent dans nos maisons est très important. L'éthique fait partie des valeurs qu'on doit prôner et défendre et sur lesquelles il faut être intraitable. Et c'est comme ça qu'on peut fidéliser les clients dans le temps. Et puis la vie des affaires fait que de temps en temps on se lasse. C'est comme dans un couple, de temps en temps on divorce. Des clients divorcent avec leur conseiller ou leur banque. Ça arrive. L'important, c'est d'essayer de faire le mieux son job et de pouvoir se regarder dans la glace tous les jours sans avoir trompé ou roulé des clients dans son histoire. Je pense que c'est la chose la plus je réagis un importante. peu à ça parce que vous le dites, il y a beaucoup de relationnel. On est beaucoup avec le client, on l'écoute et tout ça. Mais il y a peut-être aussi une grosse partie de votre boulot qui est peut-être de se poser à son bureau, de regarder les dossiers pendant 1 heure et de réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie comme ça, genre le boulot à la maison ou les devoirs finalement, comme nos camarades en ont. Est-ce qu'il n'y a pas ça, genre je reprends mes dossiers, je ne sais pas combien d'heures d'entretien vous faites dans la journée et l'un et l'autre. C'est quoi justement ces proportions avec le client, sans le client, je réfléchis pour lui? On est plus, pour moi, nous, on est plus en réflexion et en travail qu'avec le client. Parce que si vous voulez vous occuper correctement d'un client, il faut préparer un rendez-vous. Ouais. Même une première, un client que vous ne connaissez pas, aujourd'hui, avec les moyens, faut savoir qui vient vous voir. Eh oui. Donc, préparer un rendez-vous, ça prend du temps. Quand vous avez des opérations à monter, ça prend du temps. Monter un dossier de crédit, vous ne le faites pas devant le client, vous le faites avant. Nous, construire une structure, une ingénierie patrimoniale, on va faire travailler différents services, différents experts, et il va falloir préparer ce travail. Un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un petit peu une plateforme, un hub, qui va faire travailler des expertises différentes. Et pour pouvoir obtenir le meilleur résultat, il va falloir présenter une étude, etc. Donc le travail derrière, vis-à-vis du client, est important. On ne pouvait pas voir 10 clients dans la journée, les uns derrière les autres, sans consacrer du temps derrière pour réfléchir, comme vous le disiez, à ce qu'on va leur proposer. Sinon, à ce moment-là, on est des distributeurs de produits ou de solutions. Et à ce moment-là, les machines le feront bien mieux que nous et on va se faire ubériser très, très vite. Là. Cette fameuse valeur ajoutée humaine, finalement. Mais c'est la seule chose sur lequel, pour le moment, les fintech ne viendront pas nous titiller. Si on abandonne cette dimension humaine, vous irez voir une fintech avec un robot advisor qui vous gérera votre profil et vous conseillera les produits qu'il faudra acheter. Dans le côté ça évolue, il y a aussi l'international. Bertrand qui se pose cette question, que le secteur il est de plus en plus international. Est-ce que si on ne parle pas bien anglais, on peut quand même gérer sa carrière ? Oui, tout à fait. Si on ne parle pas bien anglais, on peut tout à fait gérer sa carrière. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, nous, on a peu de clients internationaux. On a des problématiques parfois, avec notamment la fiscalité internationale. Mais après, on a des agences qui sont complètement là pour renseigner tous les clients. Donc oui, il n'y a pas de souci avec l'anglais. Tout dépend quelle carrière vous voulez faire. C'est ça. Moi, si je réponds en tant que père, je dis sans anglais, point de salut, parce que nos enfants sont des citoyens du monde. Il faut qu'ils puissent bouger à travers le monde. Nous-mêmes, on voit, aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français qui travaillent à l'étranger, 400 000 à Londres, pour prendre un exemple significatif. Ces gens-là, aujourd'hui, certes, ils parlent français, mais leur environnement, il est anglais. Donc, l'anglais est un atout. Nos consultants, aujourd'hui, moi, je ne parle pas anglais tous les jours, mais demain, on va devoir se déplacer hors des frontières. L'anglais fait partie des bagages de quelqu'un qui a fait un cursus normal d'études.
Alors certes, quand on sort du bac, la formation n'a pas forcément permis d'être totalement bilingue, Ouais. mais il faut se fixer dans son parcours d'études d'au moins le maîtriser. C'est un atout supplémentaire pour pouvoir être plus mobile, d'aller chercher des opportunités. Si on ne le parle pas, il y a plein de jobs en France où on n'a pas besoin de parler l'anglais. Mais enfin, le fabricant ou l'artisan, aujourd'hui, même de foie gras, il peut vendre à l'étranger ses foie gras. Il faudra bien qu'il parle anglais pour communiquer avec les Chinois. Vous êtes le roi des transitions, Stéphane, parce que justement la question suivante, c'est le régional. On parle de l'international au régional. Est-ce que, demande Iris, vous voyez des différences de votre métier entre Paris et la région? Est-ce qu'on fait le même service client? Pour vous, c'est oui. Ah ben, un client parisien ou un client à Rodez, c'est le même client. Nous, on a 13 implantations sur toute la France. Je puis vous dire qu'à Perpignan et à Lille, on fait le même job avec le même sérieux, avec la même expertise. Et j'allais dire, les contraintes d'une grande métropole comme Paris, à la limite, sont moins fortes en région. Et la proximité humaine en région est peut-être plus forte qu'à Paris, où on a un rythme quotidien qui est un peu plus soutenu. Voilà, ça serait ça la différence. Elle est au détriment plutôt de la grande métropole par rapport à la province. Vous avez aussi... Alors, moi, je trouve que En agence, la c'était clientèle différent. parisienne, oui, est différente, hein. Puisque la clientèle parisienne a des revenus qui sont nettement plus importants qu'en province. Donc, du coup, le métier est un petit peu différent. D'accord. On va plus intervenir sur des choses un petit peu plus compliquées à Paris. Alors, je ne dis pas sur la province, mais en tout cas... Globalement, on va dire. Globalement, sur les pourcentages. oui, globalement, je pense qu'il y a quand même une petite différence entre Paris et la province. Mais après, il est vrai que de toute façon, le métier reste le même sur toute la France. On a beaucoup de questions, je pense à celle de Gaudry par exemple, mais plein d'autres aussi sur les formations. Est-ce qu'il vaut mieux faire une école de commerce, une prépa, une licence, un master? On va rassembler tout ça et on va le dire clairement. Répétez un petit peu ce qu'on a dit au début. C'est pas une question d'études. Faites des études. Parce que Faites-en, ça c'est clair. Faites des études, c'est un très bon entraînement. C'est comme pour le sport. Courir, faire son jogging. Après, vous pouvez faire du 110 mètres haies, du triathlon, etc. Mais au départ, il faut commencer à courir. Si vous ne courez pas, c'est compliqué. Si vous ne faites pas un minimum d'études, c'est compliqué. Après, c'est votre personnalité, votre détermination et le fait que vous réfléchissiez le plus possible en amont sur ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui vous motive? Le problème des jeunes, c'est que comme ils sont jeunes, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Il faut que les jeunes arrivent à faire un peu d'introspection, qu'ils lâchent un peu leur téléphone mobile et qu'ils écoutent de l'intérieur ce qui vraiment les motive. Pour savoir dans quelle direction ils veulent aller. Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans les écoles, qu'est-ce qu'ils aiment dans les études, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, là où ils accrochent pas, pour pouvoir petit à petit se diriger, éviter de se prendre trop de portes, parce que la vie est faite d'échecs qui constituent l'expérience, qui nous permettent de grandir. Mais moins on se prend de portes, mieux c'est, surtout au démarrage, parce que c'est décourageant. Mais c'est la volonté et c'est l'art d'organiser sa mise en place sur les rails de la vie qui vont faire la différence, qui fait que quelqu'un qui a fait une section littéraire peut se retrouver à faire de la finance 30 ans après, comme moi. Donc, je veux dire, voilà, c'est un parfait exemple. Vous pouvez faire de l'histoire et demain diriger un grand groupe. Regardez, le patron de Blablacar, il n'a pas fait des études pour devenir entrepreneur. Un portrait à retrouver sur l'étudiant.fr. J'ai l'impression que vous êtes embauché par nous. Hein. Enfin, c'est formidable. Non, mais on parle des mêmes choses, des gens intéressants et de la ceux France qui ont un bon gagne, parcours et tout lui ça. en fait partie. Perrine, vous l'avez dit aussi, hein, on recrute aussi bien à BTS, DUT, qu'un petit peu plus loin. Et puis, il y a une grosse partie de formation tout au long de la carrière, pas seulement sur les produits, mais aussi on peut passer finalement une entrée à Bac+3 et se retrouver quelques années plus tard à être Bac+5, Bac+6 grâce au diplôme bancaire. De toute façon, comme il y a un accompagnement au fil du temps, il est vrai qu'après, même si on est rentré à Bac+2, Bac+3, au fil du temps, on apprendra. Alors moi, là où je compléterai, c'est que pour moi, mes études m'ont appris à être organisée. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué dans mon travail, puisque nous, ce qui va être un petit peu plus différent, c'est que nous, on intervient sur plein de domaines. Il faut qu'on soit bon partout. C'est ça. Il faut qu'on ait une curiosité,
qu'on se mette tout le temps à jour des choses. Donc oui, on est formé, et je dirais heureusement, parce qu'il faut qu'on soit bon sur les prêts immobiliers, sur les prêts à la consommation. Il faut également qu'on soit bon sur l'épargne. Il faut qu'on soit bon sur l'assurance. Donc vraiment, on fait plein de choses. Et ça, c'est aujourd'hui très intéressant dans notre travail. C'est qu'on ne fait pas une chose tout le temps qui se répète. On va intervenir sur plein de choses différentes. Donc pour moi, mes études m'ont appris à être organisée et à être curieuse. C'est-à-dire d'avoir envie d'apprendre. Et puis également une envie de transmettre. C'est une mécanique qu'on se met en place? Oui, tout à fait. Puis après, puis après, on va les checker facilement. On va aller regarder les nouvelles informations, des nouvelles choses sur l'actualité. On apprend à être curieux et on continue tout le temps. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de parcours type. Après, il est vrai que l'école aujourd'hui apprend vraiment à se lancer de toute façon. Ouais. Il faut savoir une chose dans nos métiers, de toute façon, c'est que la formation initiale, ça ne s'arrête pas là. Ouais. On reste des étudiants. C'est une base. Ouais, on passe des masters tous les 3-4 ans, entre la fiscalité, la réglementation, tout change en permanence. Tout change en permanence. De toute Donc façon, on est masterisé tous les 3 ans, on en passe une couche. Donc c'est qu'un début. S'ils pensent que parce qu'ils ont fini leurs études, ils en ont fini avec les études, ils n'ont pas fini d'étudier. Ce sera la conclusion de ce chat, puisqu'on arrive déjà à la fin à l'horaire. Merci à vous deux d'avoir été présents. Merci à vous. Merci On peut vous retrouver encore, si on a encore d'autres questions, sur Job IRL. Perrine, pas encore, mais ça va arriver forcément là, à la suite de ce chat. Vous allez faire votre profil Job IRL pour pouvoir répondre à tous les internautes. Vous le faites régulièrement. Quand on m'envoie des questions, avec plaisir. Voilà, vous les coachez, ça aide. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau chat, l'étudiant.fr et Job IRL. Le mois prochain, je peux vous dire, le 4 novembre, on se retrouvera pour les métiers de l'économie sociale et solidaire. On en parlait un petit peu, métiers d'avenir. D'ici là, soyez curieux, on l'a dit, continuez à être ouverts et on se retrouve très vite sur l'étudiant.fr. Merci.